Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir, comme tous les autres jours d'ailleurs, de vous retrouver sur la matinale Bonjour le Bénin que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 juin 2025 et au menu, on parlera santé, on parlera également environnement et on s'intéressera à une affection particulière, autrefois appelée la maladie des rois, car plus fréquente chez les gens qui mangent des aliments riches et qui boivent un peu trop d'alcool. Mais en réalité, il s'agit d'une pathologie liée au métabolisme de l'acide urique et là non, la goutte. Comment reconnaître une crise de goutte? Comment la soigner? Que faut-il changer dans ses habitudes lorsqu'on en est atteint? La chronique santé de ce jour se penche sur le sujet. Et gros plan par ailleurs sur des héros anonymes. Ils n'ont ni capuche, ni armes. Ils ne sont pas Spider-Man ou Batman. Eux, ce sont ceux que je me permettrai d'appeler des Lifeman parce qu'ils sauvent des vies et surtout ils sauvent des vies qu'ils ne connaissent même pas et qu'ils n'auront peut-être jamais l'occasion de connaître. Ils sont donneurs de sang bénévoles pour certains depuis de nombreuses années maintenant, pour d'autres ils viennent de commencer et ne comptent pas s'arrêter. Un geste solidaire, un acte d'humanité qu'il convient de mettre en lumière et donc nous les recevons ce matin, les donneurs de sang. Dans le forum de discussion, on partage avec vous le combat écolo d'une femme qui s'est dévouée pour la protection de l'environnement dans sa localité. Preuve de son engagement, une forêt de 5 hectares faite d'arbres de fil à eau, un espace précédemment insalubre qu'elle a nettoyé à la force de ses bras et celle de son équipe. Le cadre accueillait même des activités de détente, puis patatras. Un matin, c'est la désillusion, récit d'un désenchantement à suivre dans le forum de discussion. Tout de suite et maintenant, le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, c'est le bulletin d'information. Fifamé, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Super bien, et vous-même? Ça va, avec vous, on va prendre les nouvelles d'ici. Exactement. On y va. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les candidats, comme vous le savez, les candidats au baccalauréat 2025 composent depuis hier matin. Ghislaine Bamidele Adimi nous propose ici un résumé du constat général du démarrage sur le territoire national. Le démarrage officiel de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 aura été effectif sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'Ouémé, le CEG Les Cocotiers, centre d'examen réhabilité, accueille 457 candidats avec un quota impressionnant de filles. Cette année, il y a un accroissement record qui peut témoigner vraiment, véritablement, des effets positifs de tout ce qu'il y a comme mesure pour maintenir les filles à l'école. Pendant ce temps, dans la Liborie, où sont enregistrés 2335 candidats, l'on déplore le faible taux de présence féminine. Et j'ai constaté qu'il n'y a pas assez de filles. Il va falloir que les parents prennent leurs responsabilités pour éduquer les enfants, faire le suivi. Dans le rang des candidats, comme à l'accoutumée, on peut noter différentes catégories. Puisque je travaille dans le secrétariat, je recherche un bac chez eux. J'ai déjà passé le bac D, que j'ai déjà obtenu ça depuis 2021. Cette année, j'ai décidé de passer le bac chez eux pour pouvoir renforcer ma licence. Les parents n'étaient par ailleurs pas trop loin, comme pour mieux rassurer les candidats. Inch'Allah, elle sera la première de la Donga. Je donne un bon mot pour te bénir davantage. Dans l'ensemble, les autorités et responsables à divers niveaux ont salué la bonne organisation de cet examen. Et à Nati Tengou, le baccalauréat 2025 a démarré dans une ambiance solennelle pour des milliers de candidats. Une édition marquée par la présence du président du Conseil économique et social, signe de la volonté de l'institution de se rapprocher des populations à la base. Alors, on fait un retour sur les temps forts de ce lancement avec Alexis Kenom et Ulvaeus Balogun. C'est depuis Nati Tengou, chef-lieu du département de l'Atakora, que le président du Conseil économique et social, aux côtés du préfet, a donné le top des examens du baccalauréat 2025. Loin d'être symbolique, la présence du CES ici, au CEG 1 de Nati Tengou, pour le lancement des épreuves écrites du baccalauréat, traduit sa volonté de se rapprocher des populations à la base et d'observer directement les dynamiques éducatives. Le jour tant attendu est là. Il n'y a rien de sorcier.
C'est ce qu'on vous a appris. Soyez sereins. Il faut déjà noter qu'au niveau du département de l'Atakora, nous avons environ 3414 candidats qui composent ce matin. Il revient maintenant aux enfants de bien travailler pour respecter le contrat qu'ils ont signé avec le chef de l'État, avec tout le gouvernement, parce que c'est un contrat. Et quand la partie centrale a joué son rôle, il ne reste qu'aux enfants aussi de faire le nécessaire. Le baccalauréat comme symbole d'effort, de mérite et de justice sociale, des valeurs prônées par le Conseil économique et social rénové. Je tenais à apporter mon soutien aux enfants, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux autorités territoriales. Parce que le bac n'est pas qu'un examen, c'est un passage vers l'avenir. C'est vraiment une promesse pour notre pays. L'éducation est la racine du développement. Et donc, chacun de nous doit se tenir, y compris les institutions de la République, aux côtés des enfants en ce jour important, pour les encourager, pour que l'excellence règne depuis l'Atakora et inonde le Bénin. Ici, dans ce centre, 1008 candidats composent et avec eux l'engagement du Conseil économique et social pour une école de qualité au plus près du terrain. Bonne chance donc à tous les candidats. Et pendant ce temps, Cotonou accueille dès aujourd'hui une rencontre stratégique. Il s'agit de la 6e mission économique de la francophonie. Un rendez-vous de 3 jours pour transformer des idées en partenariat, des échanges en investissement. 3 jours pour redessiner peut-être le futur économique du Bénin. Pour en savoir un peu plus sur l'intérêt de ce rendez-vous, Daniel Ada et Herman Rodrigue Amégan ont interrogé la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Découvrez ses réponses dans ce reportage. Une centaine d'entreprises et d'acteurs économiques de toutes les régions francophones qui convergent vers le golfe de Guinée, portés par une même ambition, faire du lien linguistique une force économique concrète. Durant 3 jours, Cotonou sera l'épicentre du monde des affaires au travers de la 6e mission économique de la francophonie, une première en Afrique de l'Ouest, un gros coup pour le Bénin. Le dossier de candidature du Bénin est excellent. La qualité du dossier, l'engagement manifesté par le gouvernement de soutenir l'initiative, le climat d'affaires qui attire les investisseurs et les hommes d'affaires ici. Agro-industrie, industrie culturelle et créative, transformation numérique, ces 3 piliers identifiés comme catalyseurs de croissance seront au cœur des échanges. Un choix qui repose sur des fondations solides et une vision prospective. Les 3 secteurs-là offrent des opportunités de création d'emplois, de richesses. Mais au-delà des discours et intentions, l'enjeu est clair, faire germer des projets durables. La francophonie économique veut se traduire en alliance, en co-investissement et en suivi à long terme. Nous amenons ici les entreprises, centaines d'entreprises internationales de tout l'espace francophone, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, du Moyen-Orient, l'océan Indien, Caraïbes. Après ça, vraiment un accompagnement, je dis un accompagnement par expert et individuel pour les entreprises. À Cotonou, les acteurs de la francophonie économique ne vont pas simplement échanger des cartes de visite. La délégation va rencontrer plus de 200 entreprises béninoises en vue de concrétiser des investissements et des opportunités. Preuve que l'institution n'est pas seulement une communauté linguistique, elle est aussi un levier de développement économique et d'innovation. Et la tournée nationale du Conseil économique et social s'est poursuivie la semaine dernière.
Et cette fois-ci, c'était dans le département du Littoral. À Cotonou, autorités locales, représentants de la société civile, chefs religieux et acteurs communautaires ont saisi l'opportunité pour échanger directement avec l'institution sur certaines lois de la République. Une étape devenue capitale pour asseoir une vision commune des enjeux du CES. On retrouve Alexis Quenom et Ulvaeus Balogun. Un rendez-vous avec le sens de la République. Voilà tout l'intérêt que revêt cette séance d'échange entre le Conseil économique et social et les chefs traditionnels et religieux, les élus locaux et les dignitaires du département du Littoral à l'occasion de la première session extraordinaire du Conseil économique et social du dit département. Il y a quelques mois, les difficultés de ces populations avaient été recensées. Vous nous aviez parlé de la prostitution et du proxénétisme. Vous avez également évoqué les conditions de relogement après la réorganisation du marché d'Antokpa. Il nous a été évoqué la question de la consommation de stupéfiants. Vous aviez parlé de la pression foncière accrue et enfin de la rareté des espaces maraîchers. Ces attentes qui avaient été relevées ici n'ont pas été des doléances vagues. Elles constituent une cartographie précise des urgences sociales du département du Littoral. Et face à ces urgences, le Conseil économique et social se positionne comme un trait d'union solide entre les réalités du terrain et les politiques nationales. Vous avez déjà remarqué depuis quelques années dans notre pays que l'exécutif et son chef sont vraiment à pied d'œuvre pour faire émerger la culture béninoise, pour faire émerger nos traditions. Depuis 1990, il y a eu beaucoup de rois au Bénin. Parfois, dans tous les quartiers, il y a un roi. Ça casse le prestige de notre symbole traditionnel. Mais il fallait le courage pour redonner de la valeur à nos royaumes, à nos traditions. C'est ce qui est dans la loi désormais. Des dispositions législatives dont les enjeux sont indispensables pour asseoir un développement harmonieux. Désormais, tout le monde est informé sur les agences et la chefferie. Les dignitaires savent à quoi s'en tenir. Que cela se poursuive. Cette descente du CES dans le littoral confirme son engagement à renforcer sa présence et son action auprès des populations à la base. Cap à présent sur Parakou, on note une forte mobilisation à Titirou et au Kédama. Les habitants de ces deux quartiers ont chaleureusement accueilli Rachidik Badamassi, une effervescence populaire qui traduit un soutien indéfectible à son endroit, mais aussi au profit du bloc républicain. Voici le reportage de Giscard Akbovi et Enoch Rompati. Titirou et Okedama, deux quartiers en ébullition. La visite de Rachid Badamassi, figure influente du parti Bloc républicain, permet à ces populations de présenter leurs doléances dans un climat de confiance renouvelé. Nous plaidons pour la réhabilitation des axes prioritaires et la prise en compte de Titirou et Okedama pour le projet d'asphaltage. Nous avons besoin d'une maison des jeunes qui serait un lieu de formation, de culture, de dialogue et de cohésion sociale. En réponse, Rachid Badamassi scelle un nouveau pacte avec elle, en promettant de transmettre leurs préoccupations aux plus hautes autorités de l'État. Je ne dois pas trahir le pacte qui lie les populations de Parakou et moi. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de marché, vous n'avez pas de maison de jeunes. C'est celui qui est au sommet, celui qui est au pouvoir, c'est lui qui a la solution. Le bloc républicain est la solution au problème de développement de Titirou, d'Okedama, de la 8e et de tout le Bénin en général. Portés par les réalisations en cours, les jeunes réaffirment leur engagement envers le parti, véritable porte-voix de la jeunesse. Nous avons été mal compris, Monsieur le ministre conseiller, et nous promettons de changer les donnes, partir sous de nouvelles bases. Et que désormais, le BR, le cheval blanc, doit retentir à Titirou. Par cette mobilisation et le leadership de Rachid Badamassi, le bloc républicain renforce son ancrage dans ces deux quartiers stratégiques de Parakou.
Et cette main tendue pour offrir un peu de réconfort. Nous revenons à Cotonou où l'association des bienfaiteurs a marqué la journée mondiale de lutte contre la faim par un acte fort en humanité. Offrir des repas chauds aux oubliés de la plage de Fidjrosset. Vous allez le voir, il s'agit d'un acte de solidarité empreint d'un message d'espoir. Le reportage est signé Christelle Tongodo et Daniel Ada. Un geste fort en faveur des populations déshéritées vivant sur la plage de Fidjrosset. Ces personnes, souvent oubliées, font face à l'insécurité alimentaire au quotidien. Pour leur apporter un soulagement, 600 repas chauds ont été distribués en une journée, répartis en 3 services. 200 le matin, 200 à midi et 200 le soir. Depuis l'Amazone jusqu'à la route de pêche, nous avons identifié ces jeunes déshérités, ces parents qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de toit où dormir, qui manquent de moyens, qui souffrent. Donc on a voulu leur offrir les 3 repas quotidiens de ce jour-là en luttant contre la faim. Donc c'est notre contribution. Mais pour l'association des bienfaiteurs, il ne s'agit pas seulement de nourrir pour un jour, l'objectif est plus grand. Redonner espoir à une jeunesse en détresse en offrant à certains jeunes des opportunités de formation pour bâtir un avenir meilleur. Parmi ces jeunes-là, qui sont sans emploi, qui sont des jeunes de la rue, nous avons décidé de choisir 30 pour un accompagnement personnalisé à travers des formations. Consciente que cette action doit être soutenue et multipliée, l'ONG lance un appel à tous les opérateurs économiques, notamment dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, à s'impliquer pour les prochaines éditions. Tandis que la nourriture est gaspillée, voilà que des gens sont dans le besoin, les gens souffrent. Voilà, donc c'est vers ces opérateurs économiques-là que nous voulons lancer un appel pour les prochaines éditions qui viennent nous accompagner dans ce que nous faisons. Cette action de l'ONG, l'association des bienfaiteurs, montre que la solidarité peut changer des vies et qu'ensemble, il est possible de vaincre la faim, pas seulement pour un jour, mais pour toujours. Et on rend hommage aux donneurs de sang dans ce journal. Vous le savez, le 14 juin leur est consacré au plan mondial. Au Bénin, les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la 22e édition de la Journée mondiale du donneur de sang ont eu lieu à Porto Novo. Vitis Ajuche Michiel Ebe. Porto Novo, lieu de retrouvailles des donneurs de sang du Bénin. Venus de tous les départements, ils marquent d'une pierre blanche la célébration de la 22e édition de la Journée mondiale du donneur de sang à travers cette caravane sur les artères de la capitale. Un moment précieux où nous rendons hommage à ceux qui, par leur générosité et leur altruisme, sauvent des vies. Le sang ne se fabrique pas artificiellement. Il provient uniquement des dons et chaque don peut sauver jusqu'à 3 vies. Le thème de cette 22e édition de la Journée mondiale du donneur de sang est « Donner du sang, donner de l'espoir. Ensemble, nous sauvons des vies ». Ce thème nous interpelle tous. Il souligne la puissance du geste de donner son sang, un geste simple mais vital qui transcende les différences, rassemble les cœurs et sauve des vies. Ce slogan met l'accent sur la dimension collective et l'importance de donner ensemble, accompagnés de nos proches ou d'amis, pour une expérience humaine plus riche. Nous appelons Cette célébration est aussi l'occasion de lancer des appels pour plus de dons de sang, un geste urgent et nécessaire qui interpelle. Chaque jour, ici comme ailleurs, des enfants anémiés, des mères en situation d'hémorragie du postpartum, des victimes d'accidents, des patients atteints de drépanocytose, de cancer et de paludisme grave ont besoin de sang pour vivre. À cette 22e édition de la Journée mondiale du donneur de sang, les meilleurs donneurs, catégories hommes et femmes et d'autres acteurs méritants du système transfusionnel sont distingués.
De la célébration d'une journée mondiale à une autre, le 16 juin, on célèbre la journée mondiale de l'enfant africain. Un moment pour rappeler les droits fondamentaux des plus jeunes, notamment dans le changement climatique. Et les enfants sont souvent les premières victimes, mais ils peuvent aussi devenir des acteurs de la protection de l'environnement. On en parle avec Alexandra Adjotan et Jules Akwaïkou. La planète se chauffe, les saisons se dérèglent. Inondations, sécheresse extrême, les champs ne produisent naturellement plus comme par le passé. Derrière ces bouleversements, une victime silencieuse, l'enfant. Moins de nourriture, plus de maladies, un avenir incertain. La crise climatique est une crise de l'enfance. Déjà, beaucoup sont déscolarisés à cause de ces questions de changement climatique. La réduction de la productivité des rendements agricoles font que les parents, toujours en manque de moyens, les envoient travailler. Il y a le travail des enfants. Et le plus souvent, c'est des enfants de 9 ans, de 12 ans, 14 ans qui sont envoyés pour travailler dans les villes. Ça nous écœure beaucoup. Nous avons eu des cas de mariage d'enfants de 13 ans. Parce que les parents, la dot, ça va les aider. Déjà, en envoyant l'enfant, ils se débarrassent de la charge que l'enfant constitue. Face à ce constat, agir n'est plus une option, c'est une obligation. Restaurer la terre passe par un sursaut collectif, changer nos comportements, revoir nos priorités, repenser notre rapport avec l'environnement. Et vous devez maintenir votre école. Paul Beta Diarro, à la tête de son ONG, s'y emploie chaque jour avec une approche centrée sur les plus vulnérables, les enfants. Avec le temps, on s'est dit, mais on est en train de travailler sur ceux-là qui ont déjà des habitudes. C'est difficile de faire changer les habitudes. Avec les adultes, il faut plutôt mettre en place un processus d'amende, mais aller à la source, c'est-à-dire vers nos enfants, pour les éduquer. C'est l'éducation à la base, c'est-à-dire commencer par former nos enfants par rapport aux questions environnementales, par rapport à l'importance du reboisement, par rapport à l'utilisation abusive des sachets. Chers enfants, cette terre, c'est pour vous. Donc nous devons faire attention pour que quand vous allez grandir, que vous ayez de quoi manger, que vous puissiez respirer correctement, que vous puissiez avoir des animaux autour de vous. Or, tout cela dépend de comment aujourd'hui nous préservons cet environnement. Et du coup, chaque jour, nous devons poser des actes qui nous permettent de garantir cette santé pour vous. La Terre s'est déjà réchauffée de 1,1 degré Celsius depuis l'ère industrielle. L'être humain en est responsable. Mais il est possible d'inverser la tendance. Les enfants le savent, eux, et parfois mieux que les adultes. En témoigne cet appel de Greta Thunberg à l'ONU, un cri qui résonne encore. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Restaurer la planète, c'est protéger l'enfance, c'est sauver l'humanité, et c'est maintenant. Quels sont donc les marchés qui s'animent ce mardi? Eh bien, voici le planning d'animation des marchés.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et à très vite. À demain, FIFA Mensajou. À demain, Herman. On se retrouvera par ici. Mais tout de suite et maintenant, on va prendre les informations vues par les journaux et les sites d'information. L'exercice, vous le savez, est assuré par Marcel Arrossi. Marcel, bonjour. On ouvre par fraternité ce matin. Par fraternité, nous ouvrons par le quotidien de service public plutôt La Nation, enregistrement des délégués pour les élections générales de 2026, l'innovation numérique de la Sénat, ceci pour faciliter, sécuriser et moderniser la désignation des représentants des différents partis politiques dans les bureaux de vote. Tel est donc l'objectif de la Commission électorale nationale autonome pour les élections de 2026. Famine imminente. L'ONU alerte sur 5 zones critiques. Puis, toujours à la une du quotidien de service public, qualité de vie des populations, l'Afrique conserve le niveau le plus faible au monde. Le matinal, mise en conformité avec le régime de protection des données personnelles au Bénin, plus de 500 dossiers autorisés par l'APDP. Les utilisateurs de caméras de vidéoconférence surveillance, invités à remplir les formalités. L'intégralité de l'interview du président Luciano Mpono est à retrouver dans l'apparition du jour pour le matinal. Consommation abusive de l'alcool par les jeunes à Materi, près de 1000 débits recensés pour Materi seul. Fraternité à présent, élection générale de 2026, les outils de transparence de la Sénat, baccalauréat 2025 dans certains centres d'Abomey-Calavi, confiance et sérénité au rendez-vous malgré la pression. L'économiste du Bénin, première édition des BOAD Development Days, la BOAD pour un financement massif de l'agriculture et de l'énergie. Enquête harmonisée sur les ménages, le mois outille les experts des États membres sur les unités non standards. Voilà. Matin libre, politique nationale, Paul Humpé, l'os dans la gorge de l'opposition, dossier politique à découvrir entièrement pour Matin libre. Aujourd'hui, Patrice Talon face aux élus locaux, l'attachement au développement à la base réaffirmé selon Dr Yessoufou Maroya, consul honoraire du Bénin, près le Gabon. Le pays, béatification d'un jeune Congolais par le Vatican, un symbole de foi et de lutte contre la corruption. La béatification est intervenue le 15 juin dernier. Donc, le pays, guerre Israël-Iran, l'Afrique a de bonnes raisons de s'inquiéter parce que l'ombre du conflit ouvert entre l'État d'Israël et la République islamique d'Iran, qui planait au-dessus du Moyen-Orient, a finalement franchi le cap de la guerre froide. Le monde, Israël-Iran, Donald Trump quitte le G7 après avoir signé une déclaration commune appelant à une désescalade des hostilités au Moyen-Orient. Radio France Internationale, RFI et France 24 suspendus pour 3 mois de diffusion au Togo. Les diffusions donc de ces 2 chaînes du groupe France Média Monde ont été suspendues lundi, hier donc au Togo pour 3 mois par l'instance de régulation des médias. Ça s'appelle la RAC aussi là-bas. Jeune Afrique, Mamadi Doumbouya en visite officielle chez Alassane Ouattara, le président de la transition guinéenne, est attendu à Abidjan ce jour même. Il s'agit de son premier déplacement en Côte d'Ivoire depuis qu'il a renversé le chef de l'État Alpha Condé en septembre 2021. Et puis, crash en Inde, un autre Boeing 787 d'Air India fait demi-tour après un problème technique. Rappelons que après le premier crash du Boeing, il y a eu un autre crash d'hélicoptère faisant 7 morts, décidément pour l'Inde. Décidément, vraiment, il ne fait pas beau de prendre l'avion en Inde par ces temps qui courent. C'est triste. Préférez le cheval, Marcel, dès que vous voulez faire un déplacement prochainement. Ce sera mieux, de toute façon. Vous allez faire recours aux recettes de grammaire. On ferme les yeux, on se retrouve au Gabon. Est-ce que ça marche toujours? Ça, moi, je ne sais pas. Je vous le demande. Allez, Marcel, on se dit à tout à l'heure vers les cours de 8h55 pour la revue de presse. À suivre dans les prochaines minutes, la chronique santé, on parlera de la goutte, la maladie dite
des rois. Juste après, on retrouvera William Apollinaire Tchouké, le secrétaire général du CANEA. Je suis sûr que vous le connaissez, vous avez déjà vu sa tête par ici, sauf que vous ne savez pas que c'est lui. On parlera plus tard des donneurs de sang et on finira évidemment par s'intéresser à cette forêt de Filao qui a disparu. Allez, à tout de suite, juste après la pause. Bienvenue, si vous venez à l'instant de nous rejoindre sur Bonjour le Bénin, c'est Mardi Santé qui s'installe et on s'intéresse à une affection autrefois appelée la maladie des rois, car elle était plus fréquente chez les gens qui mangent des aliments riches et qui boivent un peu trop d'alcool. Mais en réalité, il s'agit, on va le dire, d'une pathologie liée au métabolisme de l'acide urique. Tout ceci, ça fait savant, oui, on le sait, mais on va vous décortiquer ça. Elle a non la goutte, cette pathologie-là. Comment reconnaître une crise de goutte? Comment la soigner? Que faut-il changer dans ses habitudes lorsqu'on est atteint? La chronique santé de ce jour se penche sur le sujet. Et pour nous aider à comprendre, à élucider la question, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Dr Olivia Arwanga. Elle est médecin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ahmad. Comment allez-vous? Bien, merci et vous-même. Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Ce n'est pas votre première fois. Observez mes phalanges. Est-ce que j'ai des débuts de gouttes par hasard? Non, pas encore. Pas encore. En fait, c'est une façon de me dire, allez, attention, ça peut intervenir. C'est cela? Peut-être bien. J'ai la tête de gens qui font la goutte, c'est ça, qui potentiellement peuvent faire la goutte. Il n'y a pas de tête à faire la goutte. Tout dépend du mode de vie. D'accord. Justement, la goutte, parlons-en. Pourquoi autrefois on l'appelait la maladie des rois? Il paraît que c'est celui qui mange beaucoup de viande et qui boit beaucoup d'alcool, qui sont dans les orgies. Exactement. Comme vous l'avez expliqué durant l'introduction, historiquement, la goutte était une maladie qu'on observait souvent chez les élites, les notables, les rois, qui avaient un mode de vie assez particulier du fait de leur aisance et de leur statut social. Une alimentation riche en viande, surtout la viande rouge, en fruits de mer, en alcool et en tout autre aliment qui déséquilibrait leur santé. D'où ce nom historique, la maladie des rois. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on finit par être atteint de la goutte? Comment est-ce qu'on reconnaît une goutte? Alors, la goutte, c'est une crise douloureuse, une crise inflammatoire très douloureuse. Comment la reconnaître? C'est tout simplement avoir une crise douloureuse, surtout au niveau du gros orteil. C'est une crise qui est tellement intense, tellement insupportable que même la simple sensation d'un drap qui effleure le gros orteil est insupportable. On peut aussi observer dans certains cas une inflammation, un œdème du gros orteil ou d'autres articulations. Ça peut être les articulations de la cheville, ça peut être les articulations du genou qui sont gonflées, qui sont rouges, qui sont œdémacées et super douloureux. D'accord. Est-ce qu'il y a des signes qui alertent lorsqu'on veut faire une goutte? Est-ce que, comme toujours dans presque tous les cas, l'organisme nous envoie des signaux? Alors, je pense que le seul signe qui peut être un signe d'alerte, ça doit être peut-être un déséquilibre du poids, un surpoids qui alerte sur le mode de vie qu'il faut changer. Mais sinon, le premier signe caractéristique d'une goutte, c'est la douleur. D'accord. Est-ce que des personnes qui ne sont pas en surpoids ne sont pas potentiellement aussi des proies pour la goutte? Bien sûr, parce que en dehors du mode de vie, nous avons aussi certains facteurs génétiques, environnementaux qui peuvent entraîner une augmentation du taux d'acide urique dans le sang et provoquer des crises de gouttes. Mais le mode de vie est généralement le premier facteur de risque incriminé. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme qu'il y a derrière qui conduit justement à cette pathologie? J'ai parlé tout à l'heure d'une pathologie liée au métabolisme de l'acide urique. L'acide urique, c'est quoi et comment justement cela a un impact sur la santé? Alors, l'acide urique, c'est un sel qui se retrouve dans nos aliments. Et lorsque c'est un sel, c'est une substance qui est généralement éliminée par les reins. Donc, dans certaines conditions génétiques ou de la condition physique, on peut observer une défaillance de notre organisme à éliminer l'acide urique. Donc, lorsque cet acide urique est accumulé, lorsqu'il y a une surcharge, ça va former des cristaux d'urate qui vont se déposer dans les articulations et créer maintenant la crise douloureuse et une inflammation. D'accord. Et est-ce que ça se soigne?
Oui, on ne parle pas de guérison complète. Ce n'est pas une maladie. On ne vous dira jamais que vous êtes totalement guéri de la goutte. Mais il y a un traitement qui permet de limiter, sinon de réduire complètement les crises douloureuses. D'accord. Et est-ce que vous avez connu connaissance ou des collègues avons eu connaissance de cas de personnes atteintes de goutte au Bénin ici? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Est-ce qu'on a des chiffres à peu près, c'est que c'est une colle, mais bon, est-ce qu'on a des chiffres à peu près de personnes qui souffrent de la goutte? Parce que moi, personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Et pour vous dire vrai, et sans doute il me le confirmera tout à l'heure quand il sera sur le plateau, lorsque vous allez dans certaines régions de notre pays, notamment dans le septentrion, l'alimentation est essentiellement composée de viande rouge, de viande rouge, blanche, tout ce qu'on veut. Et pourtant, ces personnes sont presque tout le temps bien portantes. Oui, mais en fait, quand on parle de facteurs de risque, ce n'est pas pour dire que lorsque vous avez cette condition, vous allez forcément faire la maladie, mais c'est pour dire que cette condition augmente vos chances de présenter la maladie. Alors, parlons de chiffres. Je n'ai pas de chiffres. Il faut dire que c'est une maladie qui est de plus en plus rare. D'accord. Mais il en existe. D'accord. Et à part on va dire, la consommation de la viande rouge, de l'alcool, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque identifiés? Alors, il faut savoir que l'âge est un facteur de risque, surtout après 40 ans. Le sexe masculin est un facteur de risque parce que chez la femme, nous avons une protection hormonale due aux oestrogènes qui font que les hommes qui en sont moins pourvus vont présenter plus la maladie que les femmes. Et nous avons aussi la ménopause, des conditions cycliques ou hormonales qui vont exposer la femme, comme je l'ai dit tantôt, l'obésité, des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale chronique qui vont en fait réduire ou perturber le métabolisme de l'acide urique. La goutte est-elle une maladie chronique? Je l'ai dit tantôt, c'est une maladie métabolique chronique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parlera jamais de guérison complète de la goutte. D'accord. Et le patient qui est atteint de la goutte est donc sous traitement à vie, c'est cela? C'est bien cela. Est-ce qu'il y a des risques d'autres pathologies qui sont tributaires justement de la goutte? Mais non, je l'ai dit tantôt, c'est les maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale chronique ou toute autre maladie qui peut perturber le métabolisme de l'acide urique qui sont responsables de cela. Et quels sont, on va dire, les signaux lorsqu'une personne commence par sentir, on va dire, au niveau de ses articulations, lorsque son gros orteil effleure le drap, elle commence par avoir mal, vers quel spécialiste cette personne doit-elle se diriger? Le rhumatologue. Le rhumatologue. D'accord. Ce n'est pas une prise en charge multisectorielle, c'est direct, tu veux voir le rhumatologue. Non, c'est le rhumatologue qui s'en occupe parce que, comme je l'ai dit, c'est une inflammation, autant pour moi, des articulations. Et c'est le propre des rhumatologues. D'accord. Et que faut-il changer dans son alimentation pour éviter cette pathologie-là? C'est limiter tout d'abord la consommation d'alcool, réduire la consommation des viandes, notamment des viandes rouges ou bien des gibiers, des viandes de brousse. C'est également insérer beaucoup de fibres dans son alimentation et boire beaucoup d'eau. Finalement, c'est classique. Hein? C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de cause particulière. Enfin, lorsqu'on observe, il n'y a pas de facteur de risque particulier. Non, ça va. On se dit, oui, ce sont les conseils classiques des médecins. 5 fruits et légumes par jour, boire beaucoup d'eau, manger moins gras, moins salé, moins sucré. Enfin, c'est... Oui, parce que c'est les principes d'une santé robuste et pérenne, c'est tout. D'accord. Et donc, pour ces personnes qui ne savent pas du tout et qui n'ont jamais entendu parler peut-être de cette pathologie-là et qui, justement, avaient déjà des soucis au niveau des articulations, est-ce qu'elles ont des soucis à se faire et comment différencier la goutte, par exemple, de l'arthrose ou d'autres maladies liées aux articulations? Alors, je pense que c'est par rapport à l'anamnèse, l'histoire de la maladie et des symptômes. C'est d'abord à ces personnes d'aller se présenter en consultation et le spécialiste, en fonction de ce qu'ils diront de leurs symptômes et de l'examen physique qui sera fait, des examens complémentaires, que ce soit à la biologie ou à la radiologie, qu'on pourra savoir, OK, là, c'est une arthrose simple ou là, c'est par exemple la goutte. Comme je l'ai dit, c'est lié à un excès d'acide urique. Donc, il y a des tests qui permettent de doser tout cela pour savoir que, OK, ça, on est peut-être en face d'une goutte ou tout simplement d'une arthrose. D'accord. Et puis, est-ce que c'est seulement les articulations du gros orteil et des phalanges que cette pathologie attaque
ou c'est toutes les articulations du corps humain? Je l'ai dit tantôt, on peut avoir d'autres articulations en dehors des deux que vous avez citées. Il peut s'agir des articulations du genou, des articulations de la cheville, de toute autre articulation, pourvu qu'il y ait excès d'acide urique ou de dépôt de sel d'urate dans ces articulations. Des conseils pour finir pour les téléspectateurs? C'est comme vous l'avez dit, les conseils éternels des médecins. Mangez sain et équilibré, surveillez votre poids, hydratez-vous correctement, bougez, adoptez une activité physique. Et pour ceux qui sont déjà détectés, souffrant de gouttes, c'est contrôler le taux d'acide urique dans le sang régulièrement et suivre strictement le traitement qui vous a été donné. C'est tout. Merci beaucoup à vous, docteur Olivia Arwangan. Vous êtes médecin. Merci de nous avoir éclairé donc, sur cette pathologie. La goutte, si, comme William Apollinaire-Chouki, vous êtes amateur de viande de brousse, allez commencer déjà par doser. Bonjour le Bénin, on va le retrouver justement, William Apollinaire-Chouki, dans Mardi Environnement. Il sera avec le secrétaire général du CANEA. Tout de suite. Le CANEA, c'est le cadre de concertation, c'est ça, hein, des acteurs non étatiques pour l'eau. Il nous dira ce qu'il en est, quels sont leurs attributs, leur fonctionnement, quel est leur fonctionnement et qu'est-ce qu'ils proposent pour la cité. William, bonjour. Bonjour, Rodrigue Amela. Comment allez-vous? Je vais super cool et vous? Donc, ça va. La viande, c'est... Oui, j'y reviens. Hein. C'est vrai que j'adore bien la viande. Et quand on reste dans le septentrion, c'est un aliment de base à la limite. Exactement, mais ça ne veut pas dire qu'on exagère, on n'exagère pas. De toute façon, vous attaquez un gibier à côté et puis voilà. C'est fini, voilà. C'est bon, ça va. Ah ouais. Ouais. Allez, on parle du CANEA. Oui, on parle du CANEA qui a rencontré les députés membres du réseau de l'eau et de l'assainissement. Avec ces députés, il a été question d'échanger sur ces deux thématiques, eau et assainissement. Je reçois justement pour avoir plus d'éclaircissement le secrétaire général du CANEA, vous l'avez dit, cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement. Bonjour, monsieur Alain Tosno. Bonjour, William. Il disait que d'habitude, vous ne venez pas ici en tant que AG CANEA, mais ici... En tant que consultant. Consultant, voilà. Aujourd'hui, il a décidé de porter un autre titre. Exactement. Et j'ai du CANEA. Ouais. C'est ronflant, c'est pompeux, ça va. Ronflant, pompeux. C'est un engagement militant, donc c'est dans la droite ligne de ce que nous faisons déjà. Non, c'est juste pour vous taquiner. Il demandait c'est quoi le CANEA. Il y a aussi le président du RAMEC, non? C'est ça, non? Ça commence pas à faire beaucoup. Ouais, mais là, je ne suis pas seul, je suis devant le vice-président. En plus, il n'y a que moi qui ne suis pas dans le bureau. C'est une conspiration. Allez-y. Non, mais le CANEA, c'est la plateforme des organisations de la société civile, dont donc, le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat est membre. Donc, pour faire le plaidoyer pour voler au secours donc, de ces personnes qui n'ont pas accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Donc, le CANEA organise un certain nombre d'initiatives, met en place un certain nombre d'initiatives afin de faire en sorte que, effectivement, que tous les Béninois aient accès non seulement à l'eau potable, mais également aux services d'hygiène et d'assainissement. Donc c'est dans ce cadre-là que actuellement nous faisons un plaidoyer pour la priorisation de l'hygiène et de l'assainissement de base. Et justement, il y a une rencontre avec les députés, c'était en février dernier. Ouais. Quelle était la quintessence de cette rencontre avec les élus du peuple, surtout membres du réseau l'eau et assainissement? Oui, donc nous avons rencontré donc, le réseau donc, des parlementaires, pour l'eau, l'assainissement, le climat et le développement durable, parce que c'est avec ce Parlement qu'on a fait le chemin qui nous a conduit donc, à l'adoption de la loi portant hygiène publique, la loi 2022-04 du 16 février donc, 2022. Et à la suite, on s'est dit, oui, bien sûr, nous avons eu la loi, mais il faut faire en sorte que cette loi soit appliquée, que les dispositions soient appliquées. Et donc, nous avons initié ce plaidoyer pour que ces députés continuent donc, à nous soutenir, pour que nous puissions donc, faire de l'application de ces dispositions de la loi donc, une réalité. Parce que nous sommes face à un certain nombre de défis dans le sous-secteur de l'hygiène de l'assainissement de base. On se félicite des efforts, des progrès qui ont été faits en matière d'accès à l'eau potable, mais il faut soutenir, accompagner ces efforts-là, avec aussi donc, l'hygiène et l'assainissement de base. On s'est rendu compte que ce sous-secteur est encore
parents pauvres, on dit parents pauvres depuis plusieurs années, mais ça n'a pas tellement évolué. Parce que nous avons d'abord un faible portage institutionnel. Le leadership, le ministère du cadre de vie aujourd'hui qui porte ce sous-secteur-là, vous voyez, au ministère du cadre de vie, c'est les grands travaux et tout ça. Jumelé, disons, avec les transports. Donc, vous comprenez très bien que avoir un leadership là-bas, il faut vraiment travailler. Ensuite, il y a une faible dotation budgétaire. Pour ces deux secteurs, hygiène et assainissement. Dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base. Et les projets donc, dans ce sous-secteur sont arrivés pratiquement à terme tous en 2020. On n'a plus de nouveaux projets, on n'a plus de nouveaux programmes. Et enfin maintenant, les dispositions donc, de la loi portant hygiène publique qui ne sont pas encore véritablement, nous l'avons dit ici sur ce plateau, qui ne sont pas appliquées. Donc, alors, sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons encore plus de la moitié donc, des populations en milieu rural qui défèquent à l'air libre. Est-ce que vous voyez? Et 30% en milieu urbain. Nous avons fini Covid, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits pour pouvoir amener tout le monde à laver les mains, à s'approprier les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Covid passé, on a oublié toutes ces bonnes pratiques-là, on est passé à autre chose. Comment on fait effectivement pour revenir à ces bonnes pratiques-là? C'était l'enjeu donc de cet atelier. Et nous avons vu que les députés étaient très réceptifs à notre message, à notre plaidoyer. Ils ont décidé de nous accompagner, comme ils l'ont fait pour la loi portant hygiène publique, nous accompagner pour qu'effectivement on puisse porter donc, en priorité l'hygiène et l'assainissement de base, pour aller parler au gouvernement, pour aller parler au ministre sectoriel, pour leur dire, oui, nous avons fait des efforts, nous faisons des efforts pour l'amélioration donc, de l'accès à l'eau potable, mais ces efforts doivent être soutenus, accompagnés sur des questions d'hygiène et d'assainissement de base. Dans nos écoles, il faut faire en sorte que les toilettes soient en nombre suffisant et que ces toilettes soient propres. Parce que là-bas, vous voyez, la gestion de l'hygiène menstruelle, on ne peut pas la réussir si on n'a pas des toilettes donc, qui sont très adaptées à cette problématique-là. Nous avons encore en milieu rural beaucoup qui vont déféquer à l'air libre chaque heure. Vous voyez ce qui se passe chaque matin et tout. Donc, pas qu'en milieu rural, même en milieu périurbain. On continue d'aller déféquer. Et même en plein Cotonou, lorsque vous allez dans cette à la plage, on continue encore de transporter en dépotoir sauvage. Donc, si nous voulons vraiment suivre cette transformation que nous observons, c'est qu'il faut absolument investir aussi dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base. Le gouvernement a fait des efforts. Nous avons des stations de traitement de boues de vidange, mais l'assainissement, c'est une chaîne. L'hygiène et l'assainissement, c'est une chaîne. Nous avons des stations, mais il faut commencer au niveau du ménage. Donc, le confinement. Est-ce qu'on a des toilettes d'abord dans chaque habitation aujourd'hui au Bénin, dans chaque ménage? Ce n'est pas évident. Est-ce que ces toilettes sont aux normes? Pas évident aussi. Ce n'est pas également évident. Mais après, il faut organiser la question du transport avec ces opérateurs privés, ces vidangeurs qui ont des véhicules branlants et tout ça. Donc, il faut travailler sur le transport. Maintenant, quand ça arrive au niveau des stations de traitement, il faut s'assurer que la matière première, elle est de bonne qualité. Parce que éduquer donc les populations pour que les toilettes ne soient pas un déversoir de tout ce qui est gestion, déchets solides ménagers et tout ça. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que aujourd'hui, oui, le gouvernement travaille sur la question de la gestion des déchets solides ménagers, l'assainissement pluvial, la gestion des eaux usées, mais il manque l'hygiène et l'assainissement de base. Et c'est là où nous attirons l'attention donc du gouvernement pour dire, oui, nous devons accompagner tout ce qui est fait aujourd'hui comme progrès, comme effort dans l'accès à l'eau potable par donc un investissement plus important sur les questions d'hygiène et d'assainissement. Je pourrais me demander, mais en allant vers les députés, c'est vrai, ils ont un pouvoir législatif. Est-ce qu'ils ont un pouvoir décisionnel pour pouvoir faire bouger les lignes? Mais là, ils sont très importants. Ouais. Ils ont un certain nombre de prérogatives. Ils vous diront que la loi existe déjà. Oui, maintenant, la loi existe. Ils ont des moyens d'interpeller le gouvernement sur voilà, il y a une loi qui est là, l'application est là. Mais également, ils sont dans des réseaux. Ils peuvent parler facilement au ministre, ils peuvent parler facilement donc, au président de la République. Donc, nous pensons que nous avons fait cette alliance stratégique pour qu'ils puissent donc, nous aider aussi à porter plus loin notre voix afin que nous puissions donc renverser la tendance. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, les choses ont bougé un peu? Non, bien sûr. Ils ont pris un certain nombre d'engagements. Okay. D'abord, il fallait leur apporter l'information.
Est-ce que vous savez que, par exemple... dans le pays, ils savent ce qui se passe, justement. Oui, mais ce n'est pas toujours évident. Parce que, vous voyez, la question de l'hygiène de l'assainissement de base, ce n'est pas comme la question de l'accès à l'eau potable. Vous savez comment se portent, dans quel état sont les toilettes dans un ménage. C'est quand vous demandez à aller que vous vous rendez compte que ce n'est pas beau. Donc, c'est une question qui est assez diffuse. Elle n'est pas, c'est-à-dire, on ne voit pas. Et donc, la question de la défécation, elle est libre. Chaque matin, vous voyez dans les villages, les gens, ils vont déféquer dans la brousse et tout. Mais vous allez loin, pas des choses... en milieu périurbain. Mais voilà, donc c'est pas des choses qu'on voit souvent, mais le problème, il est là. Il faut l'attaquer et c'est là où nous pensons qu'effectivement, on attire l'attention du gouvernement. À côté des grands travaux, il faut également investir donc, dans l'hygiène de l'assainissement de base pour pouvoir, en fait, renforcer et amplifier donc ces progrès que nous avons. Et justement, que dit le Canéa par rapport au manque de latrines, de toilettes publiques? Je prends le cas de Cotonou, la ville vitrine de notre pays. Mais justement, c'est l'un des chantiers sur lesquels nous travaillons à travers donc ce plaidoyer. C'est la loi a responsabilisé chaque propriétaire d'habitation à doter donc sa maison, donc son habitation, donc de toilettes qui soient aux normes. Comment faire pour que les gens puissent comprendre cela? On nous demande, il ne revient pas au gouvernement d'aller construire des toilettes pour chaque ménage. On l'a même tenté, ça n'a pas quand on sort de nos maisons, c'est vrai, dans les maisons, il faut avoir les toilettes. Il faut avoir les toilettes. Et dans les lieux publics, exactement, la loi a responsabilisé... Les municipalités, c'est ça? Les municipalités. Donc, et c'est qu'on met avec le soutien de l'État. Et ce qu'on attend du gouvernement, c'est faire en sorte que ceux-là, qui sont les techniciens, ils puissent absolument accompagner les communes à faire de cette question-là une priorité, à d'abord sensibiliser donc les chefs de ménage, mais au niveau des lieux publics, à doter ces lieux publics-là d'infrastructures sanitaires, les gares routières. On a des gares routières, on a des espaces publics, donc, qui ne sont pas dotés. Donc, et c'est la responsabilité des communes. Mais les communes ne peuvent pas le faire seules, elles ont besoin d'avoir des ressources. Donc, il faut le soutien donc, de l'État. Le secteur privé également peut accompagner donc, les communes. Donc, c'est ce travail-là de sensibilisation que le Canéa est en train de faire. Et nous pensons que si nous avons les députés avec nous, et ils sont aujourd'hui avec nous, il reste maintenant davantage à faire en sorte que le gouvernement puisse en faire une priorité, et c'est, je crois, le sens de notre combat. Monsieur Alain Toussaint, secrétaire général du Canéa, un dernier mot à ces élus, pourquoi pas à l'État aussi, qui nous écoute, pourquoi pas? Nous avons fait du chemin, et nous voyons les progrès en matière d'accès à l'eau potable. Il faut accompagner ces progrès-là par donc, la priorisation donc, du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement de base. Nous voulons plus de ressources, un portage. Le positionnement institutionnel, il n'est pas encore fort. On attend que le ministère du cadre de vie porte véritablement ce sous-secteur-là, comme on voit donc le ministère de l'eau. Pourquoi ne pas créer une agence mais justement, qui gère l'assainissement? Nous avons vu, aujourd'hui vous avez vu, il a fallu créer une agence pour que la question de l'accès à l'eau potable, qu'on puisse sentir une accélération. Voilà. La question de la qualité de l'eau, on a la NCQ qui travaille là-dessus. Et nous disons aujourd'hui qu'il faut aussi une agence. On a créé aussi une agence, mais pourquoi pas pour l'hygiène qui est fondamentale? Il faut une agence pour également adresser efficacement la question du sous-secteur de l'hygiène de l'assainissement de base. Autour de nous, dans les différents pays, quand on dit on a un ministère qui est chargé de la santé et de l'hygiène publique. Et dans le diagnostic qu'on a fait, c'est parce qu'aujourd'hui, dans les dénominations des ministères, l'hygiène publique n'apparaît pas que sous-secteur, elle est laissée pour compte. Donc nous pensons que si également on a une agence qui porte à bras le corps ce sous-secteur-là, nous aurons les résultats escomptés. Merci beaucoup à vous, monsieur Alain Toussaint, secrétaire général du Canéa, cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement. Avec, on a parlé, monsieur, des enjeux de la priorisation de l'hygiène de l'assainissement avec les élus du peuple, membres du réseau, des parlementaires de l'eau et de l'assainissement et développement durable. C'est bien cela? Climat et développement durable. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Merci beaucoup à vous, messieurs. William, on se retrouvera tout à l'heure sur le forum de discussion. Là, je reviens avec Mme Pénabé, c'est bien ça? Absolument, voilà. Tout à l'heure sur le forum de discussion. Mais avant, on va faire un break et recevoir par ici ces héros anonymes de notre quotidien. Leur geste est devenu tellement banal qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'ils sont en train de faire à la cité. On les reçoit tout de suite et maintenant en invité.
Bonjour le Bénin, bienvenue à nouveau. Gros plan sur ces héros anonymes. Ils n'ont ni capuche ni arme. Ils ne sont pas Spider-Man ou Batman. Eux, ce sont ce que je me permettrai d'appeler Lifeman parce qu'ils sauvent des vies. Et surtout, ils sauvent des vies qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne connaîtront peut-être jamais. Ils sont donneurs de sang bénévoles et pour certains, depuis de nombreuses années maintenant. Pour d'autres, ils viennent de commencer et ne comptent pas s'arrêter. Un geste solidaire, un acte d'humanité qu'il convient de mettre en lumière. En plateau avec moi ce matin, Edgar Padonou, il est directeur de la prospective, de la coopération et de la promotion du don de sang à l'ANTS, l'Agence nationale de la transfusion sanguine. Il est donneur de sang lui aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. En face de vous, Credo Gangpa, il est donneur de sang, kinésithérapeute également. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Le 14 juin dernier, le monde entier s'est arrêté pour célébrer les donneurs de sang, ces personnes-là qui sauvent d'autres vies. Et comme on le dit souvent dans le jargon des donneurs de sang, le donneur d'aujourd'hui peut être le demandeur de demain. C'est pourquoi il faut donner. Christelle Tongodo a réalisé ce reportage que je vous invite, messieurs, à regarder. Un simple geste, quelques minutes, et des vies entières peuvent être sauvées. Le 14 juillet, le monde entier salue les héros silencieux, les donneurs de sang. Instaurée par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée vise à remercier les donneurs volontaires tout en rappelant un besoin urgent. Chaque jour, des milliers de personnes dépendent du sang pour survivre. Le sang est un liquide précieux et vital qui est d'une importance capitale pour la survie de l'espèce humaine. Et nous sommes dans une période de pluie. Et nous savons qu'aujourd'hui au Bénin, toutes les 3 minutes, une poche de sang est demandée. Et pour aider les enfants à mieux vivre, parce que si ça manque, on perd beaucoup d'enfants. Et nous sommes dans la période de décès infantile. Du coup, c'est un geste hyper important pour solliciter autant que nous sommes. Ceux qui sont bien sûr favorables au don, parce que tout le monde n'est pas favorable. Ceux qui sont favorables au don doivent vraiment faire le geste utile. Accouchement compliqué, accident, maladie chronique, le sang sauve. Une poche de sang peut aider jusqu'à 3 personnes. Pourtant, les réserves sont souvent insuffisantes. Le don de sang reste un acte vital, mais trop rare. Je suis un miraculé parce que j'ai été sauvé par un donneur de sang quand j'avais encore 3 ans. Voyant ce geste et l'impact que ce geste a sur ma vie, parce que sans ce geste, aujourd'hui, je ne serais pas là, je me suis dit, raison de plus encore, pour pousser plus de monde à faire ce geste solidaire-là. Notre devoir, c'est d'apporter aussi notre contribution à ce que la vie sociale, à travers des dons pareils pour sauver des vies, soit effective et que nous puissions contribuer au bien-être de la population béninoise. Chaque don a son importance. Chacun peut, s'il le souhaite, participer à cet élan de solidarité. Merci à Christelle Tongodo pour ce reportage. Monsieur Padonou, ça fait combien de temps que vous êtes donneur de sang? Il y a assez longtemps, je dirais que j'ai commencé à un moment où j'avais décidé moi-même d'organiser des collectes de sang. D'accord. Voilà, et c'était en ce moment que j'ai commencé moi-même à faire de dons, donc longtemps avant même de venir dans le système transfusionnel. À peu près une vingtaine d'années? Je dirais 15 ans. 15 ans. À peu près. D'accord. Et donc vous êtes donneur régulier? Oui. Vous donnez 3 fois par an ou 2 fois, c'est ça? 3. 3. Oui. D'accord. Monsieur Gangpa, vous autres, ça fait combien de temps à peu près? J'ai fait mon premier don de sang en 2021. D'accord. J'ai commencé en 2021. Au départ, il y avait un mythe, on disait « Ah non, quand tu vas donner ton sang, tu perds de la force, tu perds du sang, c'est pas bien, tu vas tomber malade. » Donc cette peur a beaucoup animé la tête au départ. Mais en 2021, je me suis décidé. J'ai dit il faut rompre ce silence et aller donner. Quel a été le déclic? Le déclic, c'était en tant que kinésithérapeute, j'ai vu des patients, surtout des personnes âgées, au cours des interventions chirurgicales, après l'intervention où il fallait faire de la kiné pour eux, pour vite les rétablir. On voyait ces patients
qui avaient besoin de sang. Or, ces personnes âgées, ils ont vraiment une qualité que nous devons prendre auprès d'eux et les voir souffrir juste parce qu'il y a ce manque de sang. J'ai pensé, j'ai dit, un beau jour, il faut qu'on change cela. Et en donnant du sang, on peut pouvoir aider ces personnes âgées à mieux se porter. Parce qu'en leur donnant du sang, ça permet aussi de faciliter leur éducation et leur meilleur établissement et une joie pour toute une famille et tout un monde. Depuis que vous donnez du sang, de votre sang régulièrement, est-ce que vous avez la sensation au fond de vous que vous êtes en train tacitement de sauver l'humanité? Ben, pour ne pas trop me jeter des fleurs, je pense bien quand même que cet acte généreux du liquide précieux qui est le sang, que j'ai commencé à faire depuis 2021, aide quand même des gens. D'accord. Alors, monsieur Padonou, j'ai cru comprendre que lorsque vous donnez votre sang et que votre sang est transfusé à un tiers, cette personne a la possibilité de rechercher de façon nominative celui dont il a bénéficié du sang. Est-ce que c'est réel? C'est pas possible. Il est interdit, je dirais carrément, au receveur de chercher à connaître voilà, son sauveur, si on peut le dire ainsi. Puisque dans le don de sang, voilà, il y a un certain nombre de principes qu'on respecte. Et là, nous allons parler de l'anonymat. Alors, celui qui donne son sang, d'accord, ne doit pas chercher à connaître à qui ça a été transfusé. À qui ça a été transfusé. Et celui qui a reçu ne doit pas chercher à connaître qui l'a sauvé. On est dans une chaîne solidaire, mais de l'anonymat total. Total. D'accord. Voilà. Très bien. Et quelle est la situation aujourd'hui du don de sang au Bénin? On collecte à peu près combien de litres de sang au Bénin par an? Alors, nous sommes autour de 110 000 poches par an au Bénin. Voilà. Chaque poche contient combien de... Entre 350 et 450 millilitres. Un peu moins d'un demi-litre. Oui, un peu moins d'un demi-litre. D'accord. Est-ce que c'est suffisant pour aujourd'hui faire face à la demande quand on sait que, on a entendu tout à l'heure dans l'élément, chaque 3 minutes, on a besoin d'une poche de sang au Bénin? Insuffisant actuellement. Et il faut dire qu'il y a des périodes de très forte demande. Par exemple, cette période, la période allant de, je dirais, de mai à août, la période des pluies, c'est une période de forte demande. Et c'est surtout pendant cette période-là qu'on sent la pression, la pénurie. Voilà. D'accord. Quels sont est-ce qu'on a ciblé des régions, d'accord, plus critiques en matière de besoin du sang au Bénin? Oui, bien sûr. Régions plus critiques, nous avons d'abord le département du littoral. Après, c'est le département de l'Atlantique. C'est les deux régions où la demande est très, très forte. Et ça se comprend. C'est les régions où nous avons les structures sanitaires de référence nationale. Voilà. Aujourd'hui, les donneurs de sang se sont constitués en association. Il y a l'association des donneurs de sang, il y a l'association 1000% sang SANG. Est-ce qu'on a répertorié à peu près le nombre de personnes qui forment ces associations-là? Est-ce qu'on a à peu près une idée des donneurs de sang permanents, presque réguliers? Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a au Bénin, d'accord, une sorte d'association, c'est l'association des donneurs de sang bénévoles au Bénin. Alors les autres, c'est des, je vais dire, on peut appeler ça des groupes ou bien des ONG qui participent aussi à la mobilisation de la population au don de sang. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons exactement, d'accord, un chiffre par rapport au nombre de donneurs dans le pays. Voilà. Et puisqu'il y a des donneurs qui peuvent être très réguliers, il y a des donneurs occasionnels. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas encore dire clairement combien nous avons de donneurs dans le pays. D'accord. Alors, Monsieur Grandpa, depuis que vous avez décidé de commencer par donner du sang régulièrement, est-ce que vous avez essayé de convaincre d'autres personnes qui précédemment, sans doute, étaient réticentes comme vous? Est-ce que vous avez pu les convaincre à rejoindre la cause?
Bien sûr, bien évidemment. Comme je l'ai dit, à chaque fois, quand il y a des campagnes et que je suis disponible, j'essaie de faire la communication, donc en aidant. Et c'est un beau jour comme ça pour une campagne de 2023, sauf erreur de ma part, que je suis tombé sur une campagne de l'association 1000%. Et j'ai dit, ça c'est nouveau, il faut quand même y participer. Et c'était dans une ambiance festive. La raison pour laquelle j'ai dit, ça c'est différent des dons de sang qui se font habituellement dans les cliniques, dans les hôpitaux. Il faut y participer parce qu'il y avait une ambiance festive. Et donc, en 2024, j'ai décidé alors moi-même d'organiser un don de sang en collaboration avec l'association béninoise des kinésithérapeutes du Bénin que nous avons organisé en septembre dernier, le 4 septembre. Et nous avons pu collecter quand même en une journée 150 poches. Et là, pour aider encore la population, cette semaine, le 20 juin, le vendredi prochain, nous avons encore une campagne de don de sang à la faculté des sciences de la santé pour la 14e promotion des kinés qui organise en collaboration bien sûr avec la NTS et d'autres partenaires tels que 1000% à la Fondation Claudine Talon pour encore une fois apporter notre coup de pouce à la NTS qui fait quand même un gros boulot pour remédier aux problèmes de santé qui est là, qui est lié à cette pénurie de dons de sang. Alors, M. Padonou, dites-nous, j'imagine que les témoignages liés à un donneur ou à un receveur, vous en avez reçu plein, mais quel est le plus marquant qui vous vient en tête tout de suite? Un témoignage comme ça, d'un receveur ou d'un donneur? Alors, ou une anecdote que vous voulez bien partager avec nous? Je dirais ce qui me vient à la tête, ce n'est pas un témoignage positif. Voilà. Pourquoi? Parce que souvent, je vais dire 2 ou 3 fois, et j'ai entendu cela lors des séances de sensibilisation où quelqu'un dit « je donnais du sang régulièrement, mais j'ai arrêté de donner ». Et on demande quelle est la raison. La raison, c'est parce qu'un jour, un parent en a besoin et il n'en a pas trouvé. Alors là, je m'étonne le plus souvent et je dis, si tout le monde arrête à cause de cette raison, est-ce qu'on aura suffisamment de sang pour que vous puissiez en avoir besoin, pour que vous puissiez en avoir une autre fois quand vous serez dans le besoin? Donc, je trouve que pour une raison ou pour une autre, si on est donneur de sang, il n'y a pas de raison pour qu'on arrête le don. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé, vous êtes venu au don parce que vous avez envie de sauver des vies. C'est ce qui vous a motivé. C'est parce que vous ne voulez plus que des personnes perdent leur vie juste parce qu'ils n'ont pas trouvé du sang. Donc, quelle que soit la raison, d'accord, quel que soit ce que vous rencontrez comme situation, vous ne devez pas cesser de donner. Et comment est-ce que vous arrivez à convaincre les néo-donneurs de s'engager sur la durée? Alors, je pense que la plupart des donneurs réguliers, quand ils commencent à faire le don régulièrement, eux-mêmes, ils sentent le besoin d'y aller. Chaque fois que tu donnes ton sang, chaque fois que le moment arrive et que tu n'as pas encore donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Ce besoin-là, c'est ce que la plupart des donneurs disent. Quand ils commencent à donner, c'est qu'ils sentent qu'il faut toujours aller donner et chaque fois qu'ils vont donner, ils se sentent toujours plus en forme. C'est ce qui les motive en général. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous avons mis en place, c'est quand même pouvoir rappeler les échéances de dons à nos donneurs. Alors, le nouveau donneur qui vient faire son don, on essaie d'échanger avec lui, d'accord, puisque au début, toujours, on a des appréhensions. Voilà, il faut échanger avec eux, lever ces appréhensions pour leur permettre d'aller plus loin. Mais dès qu'ils font 3, 4, 5 dons, c'est fini. Eux-mêmes, ils sentent le besoin de le faire régulièrement. D'accord. Alors, pour une personne qui n'a jamais donné son sang, évidemment, lorsqu'on voit l'aiguille
il fait peur. On se dit, mais écoute, ça va percer la veine, tout ça. C'est vrai que j'ai donné du sang quelques fois. Je ne suis pas donneur régulier. Je ne vais pas... c'est pas réclamer une image de ce que je ne suis pas. Donc, je ne suis pas un donneur régulier. Mais j'en ai donné quand même à certaines occasions. Et j'avoue que pour la première fois que j'ai donné mon sang, je dois remonter à 2012. J'avais eu peur quand j'ai vu les guilles qui étaient aussi volumineuses que mon doigt. Allez, comment est-ce qu'on arrive à convaincre quelqu'un qui a peur de donner son sang? Je pense bien que tout part de la psychologie de celui qui veut convaincre le néo-donneur. Et beaucoup, comme vous l'avez dit, ont peur de cette aiguille parce qu'ils se disent « Ah, c'est assez gros, si ça rentre, comment est-ce qu'on va pouvoir arrêter le sang et tout ?» Et quand on voit la poche aussi qui se gonfle au fur et à mesure que le sang entre, on se demande si on a encore suffisamment de sang dans le corps. Exactement. Donc, c'est vraiment les convaincre pour dire ben, tu donnes ton sang, oublie l'aiguille, mais pense à la vie que tu sauves. C'est la première. C'est assez suffisant. Moi, je pense bien. Quand tu demandes à cette personne, oublie l'aiguille, ne regarde même pas l'aiguille. Pense juste à la fin du don de sang où tu as la poche remplie et peut-être on t'envoie après ton résultat, on te dit, ben voilà, vous êtes encore apte pour un autre don. Ça booste beaucoup. D'accord. Vous en avez déjà vu des gens qui avaient peur au départ et qui finalement sont devenus des donneurs réguliers? Bien sûr, il y en a beaucoup. La peur au départ, il y en a beaucoup qui ont peur de départ. Quelque chose que tu n'as jamais fait, voilà, la première fois, voilà, il y a des appréhensions. Alors, on les accompagne, on est à côté d'eux, on échange avec eux, voilà, on essaie qu'ils ne focalisent pas leur attention sur l'aiguille, voilà. Et puis après le premier don, ils se disent, mais... C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Alors, pour la commémoration donc, de cette journée, j'imagine qu'il y a plusieurs activités qui sont prévues, qui vont se déployer sur les semaines à venir. Il y aura forcément des campagnes pour remplir, donc, on va dire, la gibussière de l'ANTS pour qu'elle soit pourvue. Est-ce que vous pouvez nous lever un coin de voile là-dessus? Alors, il faut dire que nous n'attendons pas la journée mondiale du don de sang pour les campagnes de dons. Les campagnes, c'est tous les jours. Alors ici, je vais dire, dans le département du littoral de l'Atlantique, on est à peu près au minimum à 3, d'accord, 3 dons, campagnes de dons par jour. Alors donc, c'est tout le temps qu'il faut être en train, d'accord, de prélever puisque la demande est là, voilà. Donc, c'est dire, je vais déjà citer les endroits où on peut aller donner. Voilà. On est tout le temps au niveau du CNHU, tout le monde le sait, où on peut venir donner son sang du lundi à samedi. Au niveau du CHUMEL, ancien OMEL, nous sommes là aussi. Nous vous attendons du lundi à vendredi. Voilà. Au niveau de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, on est là du lundi à vendredi. Alors, à part ça, au niveau de ces villes, nous avons des collectes mobiles. Alors, bientôt, on aura une application qui va permettre à toute personne de pouvoir connaître, d'accord, là où nous sommes, tel jour, tel jour. Et ça, c'est déjà prêt. Voilà, c'est une application qui est déjà prête et bientôt, tout le monde pourra avoir cette application pour savoir là où il peut aller donner son sang. Si nous sommes près de son lieu de travail ou bien de sa maison, et il peut sortir pour faire juste quelques... Voilà. Monsieur Gangpa, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes qui sont encore réticentes, qui estiment peut-être que leur sang finira sur la tête d'un fétiche ou sur la tête d'une divinité? Qu'est-ce que vous dites à ces personnes? Comment déconstruisez-vous, j'allais dire, cette mentalité dans la tête des gens? Je pense qu'il faut que ces donneurs, ces néo-donneurs ou ces anciens donneurs qui se sont retirés, comme l'a dit tout à l'heure le grand frère, ils doivent se dire, c'est sauver des vies.
La seule chose qui doit retenir l'attention, c'est sauver des vies. Il faut oublier tout ce qui est mauvais autour, tout ce qu'on raconte de mauvais autour. Parce que ce qui arrive le plus souvent, c'est quand vous ne donnez pas, des fois, ça arrive à certaines personnes, c'est qu'ils ne donnent pas des fois que le malheur arrive et ils sont à la recherche de ce don. Et c'est là qu'ils se rappellent, oh, mais si j'avais donné. Parce que dans la vie, le karma existe très vite. Et si vous sauvez une vie, Dieu sera toujours à côté et il pourra vous en donner encore une de plus. Et pour faire encore un petit détour, j'invite vraiment tous ces néo-donneurs et tous les anciens donneurs à faire un tour à la faculté des sciences de la santé ce vendredi 20 juin pour un don de sang vraiment magique dans une ambiance festive. Merci beaucoup à vous, Credo Gangpa. Vous êtes donneur de sang, kinésithérapeute. Merci également à vous, monsieur Edgar Padonou. Vous êtes le directeur de la prospective, de la coopération et de la promotion du don de sang à l'ANTS, l'Agence nationale de la transfusion sanguine. Vous passez, messieurs, une excellente journée et félicitations et courage pour ce que vous faites et que, voilà, continuez de donner de votre sang. Vous serez rejoints par un nouveau membre, je l'espère, très bientôt. Allez, bonjour le Bénin, nous allons installer à présent le débat matinal, le forum de discussion. C'est avec William Apollinaire Tchoki et un invité. Dans le forum de discussion, on partage avec vous le combat écolo d'une femme qui s'est dévouée pour la protection de l'environnement dans sa localité. Preuve de son engagement, une forêt de 5 hectares faite d'arbres de filao. Un espace précédemment insalubre qu'elle a nettoyé à la force de ses bras et celle de son équipe. Le cadre accueillait même des activités de détente, puis patatras un matin. C'est la désillusion, récit d'un désenchantement à suivre. William Apollinaire Tchoki qui est revenu sur ce plateau, notre invité. Et je l'espère cette fois-ci qu'elle n'est pas venue avec un mouchoir. Elle a nom Adjoke Josinou Pinabel, présidente de l'ONG Tamaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez le sourire large. Il y a quelques jours, vous n'en aviez pas autant. Et c'est ce que nous allons voir dans ce reportage que nous propose justement William qui s'est rendu sur le terrain et qui nous raconte le désenchantement d'une activiste. Regardez. Ça a été rasé, quasiment tout. La voix presque tremblante. On peut les compter sur le doigt de la main. Les yeux humides de larmes, Adjoke Josinou Pinabel nous raconte son amertume, sa tristesse face à ce qu'elle qualifie de barbarie écologique. Et donc on savait quelque part que ça allait prendre du temps, et on ne savait pas que ce serait aussi dur. 4 années durant, elle et les populations riveraines ont déployé toute leur énergie, leur détermination pour sauvegarder cette forêt de filao, comme le montrent ces vidéos amateurs prises il y a quelques mois. On était vraiment stupéfaits de voir que dans ce bel espace vert, il y avait des déchets de partout. Mais quand je vous dis de partout, c'est vraiment des tonnes et des tonnes de déchets. Et la cerise sur le gâteau, c'était qu'en face de cette décharge, de cette plantation de filao, il y avait une école. Donc une école avec des enfants qui allaient 5 voire 6 fois par semaine dans cet espace-là. Et en face d'eux, il y avait cette décharge. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour ces enfants, participer ensemble à changer leur environnement et leur donner l'occasion de vivre comme tous les enfants du monde. Nous nous sommes portés sur les lieux pour constater l'ampleur du désastre. C'est à Akbakba PK10, en bordure de l'océan Atlantique. Tout le domaine est rasé, presque 5 hectares de filao sauvagement coupés, laissant place à une image apocalyptique en bordure de l'océan. Cet écosystème de filao servait de brise-vent, de protection du littoral face à l'avancée de la mer. Il était devenu aussi une niche de repos pour les populations riveraines, plus encore pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs. C'était aussi l'endroit où on pouvait entendre les oiseaux chanter. Et donc ça, c'était juste magique de voir que
Un espace qui avant était vraiment abandonné, c'était une décharge, s'est transformé en lieu de vie. Et donc aujourd'hui, on constate avec désarroi que tout a été rasé, quasiment tout. Un poumon vert en bord de l'océan, effacé, sans la moindre inquiétude. Aucune réaction pour l'heure. Adjoké Josinou Pinabel ne perd pas espoir. Un tel espace qui faisait quasiment 5 hectares, en bordure de mer, le seul sur tout le littoral au Bénin, personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait, tout le monde le savait, personne n'a rien fait. Donc, mais elle a du mal à comprendre cette volonté à détruire la nature, un bien commun à tous. C'est vraiment sur la jeunesse, cette jeunesse, ces enfants. Voilà donc ce reportage qui nous plonge au cœur de ce récit. Madame Pinabel, dites-nous, est-ce qu'avec un peu de recul maintenant, vous avez pu digérer, on va dire, ce désastre ou c'est toujours en travers de la gorge? Merci. Bien sûr qu'on est obligé de digérer puisque c'est déjà coupé, il n'y a plus de fil à eau. On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Pardon? On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Non. Mais on fera en sorte que cela ne se renverse plus. Voilà, exactement. C'est ce qu'on va essayer de faire. Essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour avancer, comment est-ce qu'on fait pour que dans quelques années, dans le futur, de tels comportements ne se reproduisent plus. Donc, ça va être ça. Et de se rendre compte qu'on a vraiment bien fait de travailler avec les enfants. Puisque c'est la cible et puis c'est le travail. L'objectif de Tamae, c'est vraiment de travailler avec les enfants, de faire de la sensibilisation. Et donc, si ces adultes qui ont coupé ce bel espace aujourd'hui, je pense que si c'était des personnes qui avaient été sensibilisées quand elles étaient plus petites, elles n'auraient pas fait ça. Alors, on va essayer de rembobiner. On va revenir au tout début. Comment est-ce que vous avez identifié cet espace et quelle est, on va dire, l'étendue du travail que vous avez réalisé sur ce domaine-là? Nous avons découvert ce bel espace en 2021, puisqu'on avait sur la plage de Pécadis aussi un problème d'insalubrité, donc une décharge qu'on avait nettoyée. Et donc on célébrait un peu le travail de la communauté en organisant notre première fête de la nature sur la plage. Et donc, l'objectif d'une fête de la nature, c'est de découvrir son environnement. Et donc, on a découvert lors des balades découvertes cette forêt qui était à côté. Et c'était vraiment une surprise de voir que dedans, il y avait aussi une décharge. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit avec les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, la réponse a été tout de suite, on va la nettoyer. Et donc, on a commencé par la nettoyer effectivement quelques mois après. Et ça a été vraiment un grand travail qui a été mis en place. Il y avait cette volonté et on s'est heurté à un problème, c'était qu'on pouvait nettoyer, mais on ne pouvait pas collecter les déchets puisqu'il n'y avait pas d'accès pour aller jusque dans la forêt. Et un travail exceptionnel qui a été fait, une décision exceptionnelle qui a été prise avec les gens de la communauté, c'était de faire une route. Donc, on a construit ensemble une route qui a mené jusqu'à cette forêt pour permettre à la SGDS de venir collecter les déchets. Donc, une forte mobilisation de la communauté, des amis, des bénévoles, des partenaires pour mobiliser des fonds, pour acheter des balais, pour acheter des râteaux, pour aller chercher des pneus usagés, pour faire la route. Et donc, comme vous avez vu sur ces images, tout le monde a participé, même les plus petits. Et donc, pendant des mois, nous avons sensibilisé, comprendre d'où vient le problème, comment est-ce qu'on allait faire pour que le problème ne se reproduise plus. Avec la SGDS, ça a été vraiment des longues semaines d'échanges pour comprendre un peu et savoir comment est-ce qu'on allait faire partie tous ces déchets de la forêt. Et nous avons réussi à nettoyer que le 2/3 de cet espace-là. Et donc aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué qu'il reste encore beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'était un espace public ou cela appartenait à, on va dire, à un privé? Quand nous avons commencé par nettoyer la forêt, on a pris des renseignements et donc on nous a dit que ça appartenait à une famille.
Mais avec le temps, on a su qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi que ça a été déclaré domaine public, puisqu'il y a eu la proximité de l'océan. Et donc, ça a été décrété domaine public. Et je pense que c'est ça qui a fait l'élément qui a donné lieu, voilà, à ce que nous avons vu. Pourquoi les gens sont venus couper? Qui sont ceux qui sont venus couper? Aujourd'hui, nous avons les eaux et forêts qui mènent l'enquête. Donc, je pense que les... Alors, couper un arbre, William, ce n'est pas chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est qu'ils sont venus. Et la façon dont ça a été fait, c'est qu'ils sont venus forcément avec une scie, une scie électrique forcément, pour découper. Et découper presque, ou raser presque 5 hectares de forêt, ce n'est pas en une demi-matinée. Donc, on s'imagine qu'on a vu des gens à l'œuvre, qu'on a laissé faire, qu'ils se sont donnés à cœur joie, qu'ils ont vendu du bois, qu'ils ont fait du business, qu'ils s'en sont mis plein les poches. Tout à fait. Mais ce qui est bizarre, Eman, quand on est allé sur les lieux, on a vu encore des bois coupés qui sont aussi encore installés en bordure de l'océan. Là. Ça veut dire que c'est fait, c'est pas longtemps. Et puis ce qui est bizarre, ces populations, je dirais, riveraines à cet espace, cette forêt de Filao, qui bénéficiaient de tout ce qu'il y a comme atout de cette forêt, elles étaient témoins, elles n'ont pas réagi. Je me dis, mais pourquoi ne pas appeler Madame Pinabel pour dire, mais voilà des gens qui ont amené des scies, qui coupent. Personne n'a pu appeler Madame pour lui dire, voilà. Et puis ce qui est bizarre, je me dis, mais comment une forêt de 5 hectares peut disparaître du jour au lendemain sans que, seulement depuis que les gens des eaux et forêts ne soient au courant. Moi, ça m'a surpris. C'est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant. Ça se trouve un matin, les cocotiers qui sont sur la route des pêches, des gens viendraient couper. Couper, bon voilà, sans que personne ne sache. Mais pour moi, ça m'a paru un peu bizarre. Et ce qui est bizarre, c'est le seul espace qu'on peut voir sur notre côte, sur les 125 km, quoi. C'est la seule forêt qu'on peut voir. Et ça disparaît et personne ne réagit, quoi. Pour moi, c'est hallucinant. Oui, mais ça ne se comprend pas pour moi. Je me dis, mais attends, ça veut dire que, comme vous l'avez dit, quoi, un beau matin, quelqu'un vient, il va à Fidjosé, là, il coupe tout ce qu'il y a comme cocotier là, et puis personne ne réagit. Ben, je me dis, qu'est-ce qui se passe? En plus, cette forêt, nous avons dans notre pays un problème d'érosion côtière. On sait comme un peu la mer ronge le territoire national. Et puis cela servait même de protection contre cette érosion côtière. Et puis on ne dit rien. Après que Mme Pinabel et ses gens ont nettoyé, les gens venaient s'installer là pour les pique-niques. Mais je me dis, mais c'est quand même... activité de détente. Oui, mais c'est quand même pas possible, quoi, que du jour au lendemain qu'on coupe. Nous avons dans notre pays une loi qui interdit la coupe des bois. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette loi-là? L'abattage des bois. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de cette loi-là? Pour moi, c'est surprenant. Ça dit, je n'arrive pas à comprendre. On sait, Madame Pinabel, que lorsque vous plantez un arbre, certes, c'est un geste personnel, mais lorsque l'arbre est mis en terre et lorsque la graine est mise en terre, qu'elle germe, qu'elle devient une plante, qu'elle devient finalement un arbre, ça devient une propriété publique. Ouais. Vous n'avez pas le droit sur votre propre arbre que vous avez mis en terre. Mais comment ça se fait alors que des gens soient venus, peut-être nuitamment, peut-être en pleine journée, abattre ces arbres? J'ai mal quand j'en parle, sans que personne ne dise rien. Effectivement, je veux juste rappeler que c'est vraiment les gens de la communauté qui nous ont alertés. Ils ont alerté, mais sur... Mais pourquoi pas à l'instant, pendant que les gens coupaient? C'est ça, moi, qui me surprend. Voilà. Ouais. Au début, quand ça a commencé, ils nous ont alertés. Donc, mais je tiens à dire que c'est une population très précaire. Et donc, ils paient un loyer aux prétendus propriétaires. Et c'est vraiment, tout à l'heure, on parlait de problèmes de salubrité, de sanitaire, d'hygiène publique, d'assainissement. Et tous ces problèmes-là se retrouvent dans cette communauté-là. Ils n'ont même pas le droit de construire des latrines chez eux. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir de faire quoi que ce soit par rapport à quelqu'un qui prétend être le propriétaire du domaine. Et donc, aujourd'hui, avec le problème qui se pose... une fois encore, comme je l'ai dit, il faut qu'on avance, puisque c'est déjà fait. Il faut qu'on avance. L'objectif, c'est vraiment de... Oui, mais si on ferme les yeux, parce que ça sera le piège, si on ferme les yeux, c'est encourager la pagaille. Ouais. J'espère que les autorités qui sont censées s'occuper de ça ne vont pas fermer les yeux. J'espère bien. Nous, on ne peut pas le faire.
Notre rôle aujourd'hui, c'est d'éveiller. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a informé tout le monde de ce qui se passe. On a essayé de sensibiliser, d'être dans l'action pour améliorer les choses. Mais j'espère qu'on ne va pas fermer les yeux, que des choses seront faites et que vous aurez à inviter des personnes qui viendront en dehors de l'ONG Tamae, vous parler un peu de... Non mais, moi, ce qui est bizarre, je me rappelle, on m'a envoyé sur un reportage, toujours au niveau de cet espace-là, je crois que c'est l'Union européenne qui avait commandé le reportage. J'étais allé, j'ai vu Mme Penabel et les populations qui balayaient avec le maire de Semekoudi qui est venu dans le temps. J'ai vu tout ce qu'il y a comme déchets à l'intérieur dans le temps. C'était, comme on l'avait dit, c'était transformé en un dépotoir sauvage. C'est là les populations riveraines qui vivaient dans des habitations précaires venaient faire leurs besoins. Tout est nettoyé. Donc, bon, enfin... Est-ce que vous avez alerté les autorités locales? Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu? Dans un premier temps, elles n'étaient pas informées. J'ai appelé le chef quartier qui n'était pas informé. Le chef d'arrondissement non plus. Le chef d'arrondissement, les eaux et forêts. Donc, ils ont commencé par envoyer. En tout cas, ils m'ont dit qu'ils ont envoyé des personnes sur les lieux pour aller voir un peu ce qui se passait. Et paraît-il qu'ils ont changé de technique. Ils allaient couper peut-être la nuit. Donc, ils ne voyaient personne couper. Mais ils voyaient du bois par terre. Donc, moi, je ne suis pas du domaine. Je ne sais pas comment ça se passe à ces genres d'enquête. Et donc, j'ai eu plusieurs colonels des eaux et forêts qui m'ont appelé pour expliquer un peu qu'ils sont sur le dossier. Donc, il y a quelque chose qui se fait en amont, derrière, pour comprendre, pour que l'intéressé, je pense, a été interpellé. Paraît-il même qu'il plante des arbres, je ne sais pas. Pour restaurer... Voilà. Ouais, c'est vrai, quand on est parti, on a vu des plans qui sont en train d'être mis en terre, mais c'est du faux. Mais ce qui est encore surprenant, Eman, j'ai voulu que les populations qui sont sur place, là, puissent me parler, mais personne n'a voulu témoigner. Mais je dis, mais c'est ahurissant. Vous avez dit que c'est une personne influente de la localité? Mais c'est pas possible que ces populations, elles sont complices aussi de ce qui se passe. On détruit et personne ne veut dire, voilà, c'est telle personne qui l'a fait. Tout le monde, on ne sait pas. Il y a des gens qui étaient en face, on ne sait pas. Je dis, mais attends, c'est fou quand même, non? Pour peut-être rajouter, William, comme je l'ai dit, c'est vraiment des gens qui sont en précarité extrême. Ils vivent dans des parce qu'on est pauvre, qu'il faut se laisser... Vous savez un peu comment ça se passe. Mais est-ce qu'on va continuer dans cette même lancée-là? Des fois, ils paient un loyer. Et donc, ils sont en arriéré de loyer qui s'élève peut-être à 3 000 francs par mois, qu'ils n'arrivent pas à payer. Donc, imaginez qu'ils disent quelque chose sur votre micro. Voilà. On pourrait le renvoyer. Il peut être dégagé de la communauté. Représailles. Exactement. Donc, je pense que c'est quelque part pour ça que ces personnes ne parlent pas. Peut-être qu'on peut essayer une autre fois d'aller, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Ça veut dire qu'un jour, on serait là, quelqu'un viendrait détruire la statue de l'Amazone et puis personne ne dirait rien, c'est ça? On espère que non. Ah bah enfin, voilà, donc il faut dénoncer justement. Il faut dénoncer. Ouais, il faut dénoncer. Ils l'ont fait de manière anonyme auprès de l'association, mais je pense devant une caméra et un micro, ils ne le feront pas. Justement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas être seul dans ce combat? Est-ce que vous vous sentez accompagné? Je dirais oui, de ce que j'ai reçu comme appel téléphonique, après tout une fois qu'on a tout dénoncé, qu'on a tout étalé devant le lieu public, je dirais que oui, on a derrière des gens qui essaient de comprendre, mais c'est quand même dommage que ça soit, une fois que tout soit coupé, que les gens réagissent. Mais il y a quelque chose qui est fait derrière, et on espère vraiment... À l'avenir, puisque Tamae, nous sommes toujours sur cette plage-là, nous avons un écolieu, on a un centre de formation, de sensibilisation sur la plage. L'écloserie, je crois aussi. Notre écoplage est là, et donc on espère vraiment collaborer, et c'est ce qu'on avait déjà demandé à l'époque, de collaborer avec la communauté, avec la mairie, sur des projets où on s'assoit autour d'une table, où on pose les choses comme il se doit, et on a une ligne directrice qui permet de savoir qu'est-ce que nous faisons ensemble pour qu'il y ait une vraie mobilisation, il y ait des projets qui soient vraiment durables et qu'on n'ait pas... Voilà, donc aujourd'hui, on a proposé des choses qui n'ont pas été faites et on voit le résultat sur un espace où on a tous collaboré, comme vous avez dit. Le maire, il est venu dans cette forêt-là et qu'on ne comprenne pas aujourd'hui que malgré le fait qu'on a vu venir un maire sur un site, ce site soit aujourd'hui détruit.
Donc, ce serait intéressant qu'on fasse des choses. Ce qui est encore plus grave, Eman, quand on prend la ville de Cotonou, on n'a pas de poumons verts. On en parle tout le temps. Cotonou n'est pas suffisamment boisé. Et chaque fois, on dit qu'il fait chaud. Voilà cet espace qui pourrait peut-être apporter un peu d'humidité pour la ville. Et puis un matin, quelqu'un se lève parce qu'il est propriétaire terrien, que je ne sais pas, et qui coupe tout. Voilà, et qui coupe tout. Donc voilà, c'est des choses pour moi. Pseudo-propriétaire. Ouais, bon, exactement. Il faut qu'on pense à préserver ce qu'il y en a comme végétation. Aujourd'hui, on a vu les autorités, quand on construit les artères, on met en terre des arbres tout, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on crée des poumons verts à l'intérieur de la ville de Cotonou. On en a suffisamment besoin. Vous savez, quand on est dans les feux tricolores et qu'il y a le soleil, tout le monde veut rester sous un arbre parce qu'il fait chaud. Voilà qu'on a peu d'arbres et tout le monde est prêt à couper cela. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut justement pour nous-mêmes? Incroyable. Ouais. Mais Madame Pinabel, on vous souhaite beaucoup de courage dans ce combat que vous menez, même si vous venez de connaître un coup d'arrêt brutal, choquant, violent. On vous souhaite quand même beaucoup de courage. Il va falloir se relever, aller de l'avant et continuer par faire ce que vous faites si bien déjà, qui est justement de sensibiliser, de gagner des cœurs au combat écologique. On vous souhaite une très belle journée et bon courage à vous. Merci. Et on espère vous recevoir ici très bientôt pour, pourquoi pas, parler de choses plus gaies. Oui, est-ce que déjà pour finir, est-ce que je peux juste ajouter, parce que quand même quelque chose de très gai, c'est que sur cette plage, nous avons des tortues qui viennent pondre. Ouais. D'accord. Et donc nous avons un projet de nurserie de tortues marines sur la plage. Et on espère que d'ici quelques mois, on invite la population béninoise, d'Akwapa et de partout, de venir sur la plage de Pécadis. Nous avons un site qui peut accueillir les enfants. Et surtout, nous allons avoir des bébés tortues. Donc, les tortues, elles viennent pondre. Ça, c'est ce qui nous permet de tenir. Je lis là que chaque tortue a un nom, c'est ça? Oui, c'est des tortues qui ont été peintes par des enfants. OK. Donc, c'est des enfants qui ont fait ces beaux dessins. Et donc, on a fait des articles, comme Tamae, on est quand même... C'est le nom des enfants qui sont sur... C'est le nom des enfants. Des enfants qui sont... Et ils ont la possibilité de donner des noms aux tortues puisque nous organisons... Parce que là, je lis Rock, Ruth, c'est ça? C'est ça, Ruth, Bernadette, Wifa, Luce, Alan, voilà. Et puis... Jason. Voilà. Et vous en avez d'autres encore de l'autre côté. Bienvenue. Nancy. Voilà. Jason, Adrien, Lionel, c'est ça? C'est ça. Allez, Ismaël, on leur fait à eux tous un gros coucou ce matin. Et on se retrouve sur la plage de Pécadis. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Madame Pinabel. Bonjour le Bénin, on va recevoir à présent Blaise Adanko et son invité. On parle de boxe, oui, de noble art. Tout de suite. Blaise Adanko qui est déjà avec nous. Bonjour Blaise. Bonjour Emmanuel Megan, bonjour le Bénin. Allez, aujourd'hui vous nous présentez un boxeur. Il s'agit de... Juliano Anango, champion Europe WBC de Muay Thai. Le Muay Thai, c'est une boxe thaïlandaise, sport de combat classé dans les bosses pieds-points. C'est un combat qui se joue en 5 rounds de 3 minutes et Juliano Anango, lui, il a pu décrocher une ceinture qu'il aborde fièrement, une ceinture remportée, décrochée le 26 avril dernier à Limoges face au Portugais Diogo Martins. Juliano Anango, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Bénin. Tout de suite, dites-nous, c'était quoi ce ressenti que vous aviez eu au moment où le jury vous déclarait vainqueur? C'est un moment magique que je souhaite de vivre à tous les boxeurs qui sont en carrière actuellement, parce que c'est une vague d'émotions, c'est un tsunami d'émotions, c'est une libération. C'est tellement puissant que j'ai même pas les mots pour expliquer, parce que c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de travail, de répétition, d'abnégation pour en arriver là. Donc forcément, c'est une grande fierté. Et déjà, le Muay Thai, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? C'est vous qui connaissez mieux cette discipline. Dites-nous, pour ceux-là qui ne connaissent pas ce sport-là, ce qu'il faut y comprendre. Eh bien, déjà, je dirais que c'est au-delà d'un sport de combat. Le Muay Thai, c'est un art de vivre, c'est un art martial avant tout. Et donc, on y met des pieds, des poings, des coudes, des genoux, des projections.
il y a énormément d'armes, tout le corps en fait est utilisé et c'est vraiment tout un processus avant de commencer à combattre. Et bon, pour faire la différence avec les autres sports, c'est le côté vraiment art martial, art de vivre qui va faire la différence. Et on gagne sur, soit par décision du jury, ou également on peut gagner par soumission sur son adversaire. On peut gagner, voilà, on peut gagner par une clé, on peut gagner également par KO, ou bien on va aller donc au bout des 5 rounds, et là à ce moment-là on gagne à l'unanimité, enfin au point. Au point. Et notamment, vous précisiez tout à l'heure dans les coulisses que pour gagner par soumission, la soumission ne se fait pas au sol, ne se fait pas sur le ring. Ah, ça, c'est quand même assez important de souligner, parce que moi, quand on parle de soumission, tout de suite, j'ai le triangle verrouillé dans ma tête, et puis voilà, j'ai un boxeur ou un combattant qui tape du poing sur le tapis. C'est l'image qu'on a, en effet, sauf que en Muay Thai, on va tout faire debout. Tout ce qui va se passer, toute la lutte va se faire debout. Donc évidemment, même si on lutte debout, il est possible d'arriver à, par exemple, à prendre le dos de son adversaire, et on peut éventuellement serrer. Tant que l'arbitre n'intervient pas, le combat se prolonge. Donc après, c'est à l'arbitre d'intervenir. S'il veut que le combat continue, il va séparer les deux boxeurs, il va les amener au centre. Et là, à ce moment-là, ça repart. Mais si on est suffisamment précis, suffisamment rapide, on peut terminer le combat plutôt facilement. Mais bon. Et vous en avez déjà terminé facilement? La plupart du temps, c'est par KO. C'est soit par KO, soit je vais gagner au point. Soit au point. Est-ce que pour vous, cette ceinture, ce combat pour aller remporter cette ceinture est d'autant plus important pour vous, et ça vous a davantage peut-être marqué plus? C'est-à-dire est-ce que c'est l'un de vos combats qui vous a peut-être le plus marqué? Ah oui, bien évidemment, c'est une consécration, donc forcément ça restera le combat le plus mémorable à ce jour. Néanmoins, j'ai d'autres victoires dont je me souviendrai toujours, bien évidemment, au cours de cette carrière que j'ai maintenant depuis 20 ans. Mais bien évidemment, en top 1, c'est ce combat. En top 2, il y a la défaite que j'ai eue en finale du championnat d'Europe également, mais sur la WMC. Donc c'est une ligue parallèle. Voilà, j'ai fini vice-champion. Et c'est vrai que cette défaite, elle reste un peu amère, mais elle m'a beaucoup appris aussi. Mais malgré tout, si j'ai un regret, ça reste sur ce combat. J'aurais en fait aimé unifier les deux fédérations. Ça aurait été super. Aujourd'hui, vous êtes au Bénin, vous êtes rentré le 12 juin dernier. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que vous avez rencontré des autorités sportives sur place, notamment pour ce qui concerne les sports de combat? Oui, bien sûr. J'ai un calendrier qui est plutôt bien rempli. On a déjà commencé à rencontrer les personnalités et les acteurs importants du sport au Bénin. Monsieur Wanilo, que je remercie aussi président de la Fédération béninoise de voilà, MMA. Tout à fait, le président de la Fédération MMA. Et donc voilà, avec des personnes... Ça vous tente le MMA aussi? On allait en venir, bien sûr. Oui, on allait y venir. Mais voilà, pour revenir sur ça, il y a encore beaucoup de personnes importantes à voir, et il faut que je rencontre un maximum de gens pour pouvoir avoir un maximum de solutions pour démocratiser le Muay Thai au Bénin. Le Muay Thai, c'est pas encore connu. Ce qu'on connaît ici au Bénin, la boxe anglaise, on connaît le kickboxing, on connaît d'autres arts martiaux, judo, taekwondo, karaté. Vous parlez de MMA tout à l'heure. Est-ce qu'il y a possiblement une conversion vers ce sport? C'est en cours. Pour être franc avec vous, j'avais déjà depuis... un an à peu près, commencé déjà à, on va dire, tâter le terrain. Mais maintenant, depuis un mois et demi, je m'y consacre vraiment beaucoup plus régulièrement, plus intense. Et en effet, je me laisse encore entre 4 et 6 mois pour faire réellement valider ma conversion et rentrer dans la cage prochainement. Vous parlez de la dernière question, Herman Amengan, il parlait tout à l'heure de projets. Est-ce que l'un de vos projets également, c'est de montrer aux Béninois comment il faut pratiquer le Muay Thai?
Oui, tout à fait. L'idée, donc comme je disais, démocratiser, faciliter l'accès au Muay Thai et bien entendu former à la fois les élèves, former à la fois le corps arbitral, l'administration, enfin réellement créer une vraie fédération solide autour du Muay Thai. Merci beaucoup, Juliano Anango. Je rappelle que vous êtes champion Europe WBC de Muay Thai. Vous étiez donc avec nous pour nous parler mieux de cette discipline, davantage pour nous présenter cette on peut toucher ceinture. C'est possible? C'est possible. D'accord, allez. Donc, vous pouvez prendre le téléphone. Je vais enlever mon costume et je vais m'autoproclamer champion de Muay Thai. Allez-y. D'accord. De toute façon, je vous va bien. D'accord, allez. Donc, tout ceci se fera dans les coulisses. C'est ça la ceinture remportée. Félicitations. Juliano Anango, donc pour l'instant, qui profite de ses vacances ici au Bénin. Très bien, merci beaucoup à vous, Blaise Adampo. On se retrouve demain. Avec beaucoup de plaisir. Allez, tout de suite, Marcel Arossi pour boucler la boucle, c'est la revue de presse. Marcel Arossi, matin libre à boulet rouge sur le secrétaire exécutif national du Parti Force pour un Bénin émergent. Dans sa parution du jour, Matin Libre s'attaque donc frontalement à la posture de Paul Rompé que vous avez bien présenté, secrétaire exécutif national de la FCBE, qu'il qualifie sans détour d'os dans la gorge de l'opposition. Le journal dépeint un acteur politique en décalage constant avec les grandes revendications portées par les autres composantes de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates. À travers ses sorties médiatiques répété, Paul Rompé prend systématiquement le contre-pied des appels des autres partis. Matin Libre s'inquiète donc du signal envoyé par une telle attitude qui semble consacrer l'éclatement de l'opposition à un moment crucial de l'histoire politique du pays. Paul Rompé apparaît comme un opposant à l'opposition, tranche le quotidien, pointant du doigt une posture jugée ambiguë, clivante et contre-productive. Le journal déplore une stratégie politique qui isole la FCBE, fragilise les espoirs d'une opposition unie et affaiblit les perspectives d'un contrepoids crédible face à la mouvance présidentielle. Pire, il rappelle que l'absence de réforme consensuelle en 2019 a plongé le pays dans une crise politique majeure. Reproduire les mêmes erreurs en 2026 serait, selon Matin Libre, un choix lourd de conséquences que Paul Rompé semble pourtant minimiser, voire ignorer. En somme, la publication sonne l'alarme. L'opposition béninoise risque de rater le rendez-vous de l'histoire si les acteurs n'adoptent pas un langage commun et une stratégie collective. Et dans cette équation, conclut Matin Libre, le rôle de Paul Rompé sème davantage la confusion que l'unité. Et puis, à la une également, les innovations à la Sénat. Dans ces colonnes, Fraternité met en lumière les efforts de la Commission électorale nationale autonome Sénat en vue des élections générales de 2026. Le journal souligne une volonté manifeste de transparence portée par une planification rigoureuse et l'introduction d'outils numériques novateurs. La publication anticipée d'un chronogramme détaillé, 53 activités pour les élections couplées et 38 pour la présidentielle structure le processus électoral et permet aux acteurs politiques, aux médias et à la société civile de mieux suivre et anticiper les étapes. À cela s'ajoutent des concertations régulières avec les partis politiques présentées comme un gage de dialogue et de confiance. Mais l'innovation phare, selon Fraternité, reste la plateforme e-déléguée conçue pour numériser l'enregistrement et le suivi des mandataires des partis politiques associés à un espace e-learning pour la formation des acteurs électoraux. Elle illustre la volonté de la Sénat de moderniser et sécuriser le processus en misant donc sur la digitalisation, la concertation et une communication proactive. Fraternité estime que la Sénat pose les fondements d'une culture électorale renouvelée. Toutefois, le journal appelle à maintenir cette exigence dans la durée pour éviter que ces outils ne deviennent des coquilles vides, notamment dans les zones à faible accès au numérique.
Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale Bonjour le Bénin de ce mardi 17 juin 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Houton et Rodrigue Olab Bagbito. Retrouvez-nous demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.